J'ai fait Ico, récemment, en live, et après avoir terminé le jeu, une multitude de sujets me sont venus en tête pour en faire un traum. Après plusieurs scripts inachevés, j'ai décidé de me concentrer sur un moment fort où j'ai décrypté un sentiment qu'on ne peut ressentir que dans le jeu vidéo, manette en main. Laissez-moi donc vous parler du syndrome de la touche fantôme, comme je l'appelle. Bienvenue dans ce traum. Le développement de Ico a été assuré par une petite équipe de créatifs rapidement surnommée la Team Ico. Ils étaient au mieux une vingtaine sur le projet, et plutôt que des développeurs, ce seront surtout des artistes extérieurs à l'industrie du jeu vidéo qui prendront part au projet. Fumeto Ueda est celui qui dirigera l'équipe, recrutant chacun des membres. Pour la plupart, Ico fut donc leur premier jeu vidéo. Après 3 années de développement et un jeu prévu pour la PS1, Ico arrivera finalement sur la nouvelle PlayStation 2, aux USA et au Japon en 2001, puis sur le vieux continent en mars 2002. Ico devient très vite un succès critique, et Fumeto Ueda est très vite mis en avant comme la tête pensante du projet. Avec plusieurs casquettes pendant la conception du titre, le réalisateur, level designer ou encore illustrateur imprègne Ico de sa marque. On parle alors de Ueda comme d'un auteur, fait encore rare dans l'industrie vidéoludique de l'époque. Alors c'est bien beau tout ça, mais que vaut réellement cette exclusivité Sony, à l'époque où le gameplay était encore le nerf de la guerre pour cette multinationale nippone? Pour présenter brièvement cette première production de la Team Ico, c'est l'histoire d'un garçon à cornes, Ico, qui cherche à fuir une forteresse. On fait face à toutes sortes d'énigmes, tout en escortant une jeune fille, Yorda, qui va nous ouvrir différents accès avec ses pouvoirs. À la sortie de Ico, Fumeto Ueda innove en nous permettant de guider la jeune fille qui nous accompagne avec une touche à part entière qui lui est dédiée, R1. Par la simple pression de ce bouton, on peut alors l'appeler au loin ou bien lui saisir la main pour la guider dès lors qu'on se trouve à proximité d'elle. Ensemble, les enfants devront se frayer un chemin dans ce labyrinthe. Si Ico devra laisser ici et là la jeune fille pour résoudre les énigmes, il faudra garder un œil régulier sur Yorda, car cette dernière reste la proie de multiples ombres qui apparaîtront tout au long de notre épopée pour tenter de la capturer. Ico, lui, ne sera pas vraiment menacé, sinon assommé et inerte quelques secondes. Non, le vrai risque survient lorsque ces ectoplasmes parviennent à attraper Yorda. S'ils l'absorbent complètement avec eux dans le sol, sans que l'on ne puisse la ressaisir au préalable, c'est game over assuré. On se change alors en pierre, on ragera beaucoup contre le jeu, faut bien l'avouer, et on revient au dernier point de sauvegarde avec une petite pointe de somme. Non mais, j'en tape un et l'autre il me tape dessus. Là il faut attendre, il faut spammer encore bêtement. Pour fuir cette île forteresse, l'objectif est simple, ouvrir une grande porte et déployer un pont pour rejoindre le continent. On dévale dans les différents couloirs du château et on se creuse les méninges sur diverses énigmes. Le minimalisme des décors et la complexité des quelques mécaniques peuvent alors avoir raison de notre patience. Mais finalement, après 5 à 6 heures de jeu, on arrive face à l'entrée de la forteresse. On y est, c'est la fin du jeu. Bon bah on y va, hein, c'est parti. Je remets pas ma cam parce que là... Ah je peux save? T'as raison, on va save. T'as raison Madman, merci pour les indications. Allez viens, viens Yorda, sauvegardons. La porte s'ouvre, le pont se dévoile, et bien que Yorda ait maintenant du mal à avancer, on parvient à la moitié du pont. On se croit quasiment tiré d'affaire, mais... Ce fondu au noir est bien long, il dure même une éternité, mais ça y est, je crois que Ueda m'a bien eu, c'est une fin tragique pour Ico, je n'ai plus qu'à attendre les crédits, et si ce n'était pas fini. En vérité, c'est justement à cet instant précis que la vidéo que vous regardez prend tout son sens. Alors, même si je ne comprends pas encore aujourd'hui comment Ico a survécu à une chute pareille, on commence par rigoler de la solidité de ses genoux, mais très vite, on est rattrapé par une certaine mélancolie. Car après 5 à 6 heures de jeu, on se retrouve là, seul, face à soi-même. Bon bah, let's go hein, on est reparti.
Mais vraiment, mon BPM, il était beaucoup trop élevé. Par contre, là, il va falloir qu'on aille voir la sorcière. Enfin, la sorcière. La reine, pardon. J'ai plus d'épée, j'ai rien. Il ne faut pas compter sur la musique pour trouver du réconfort. Et la pluie s'invite tel un crachin normand pour appuyer sur notre spleen. Pour ne rien arranger, les décors sont maintenant sobres et fades. Et ce n'est pas tout. La perte de Yorda se ressent d'une toute autre manière, assez singulière chez le joueur. Vous vous souvenez en début de vidéo, j'ai dit un truc du genre Fumeto Ueda innove en nous permettant de guider la jeune fille qui nous accompagne avec une touche à part entière qui lui est dédiée, R1. Vous l'aurez compris, on vient tout simplement de nous amputer d'une touche qui ne sert désormais plus à rien. Difficile de ressentir ce sentiment dans un autre médium, mais on développe ce que j'appellerais le syndrome de la touche fantôme. Dans les faits, on peut toujours tenter d'appeler Yorda avec notre gâchette R1, mais c'est devenu complètement inutile. Et pire encore, le fait que cette mécanique marche toujours par le biais de notre manette, ça nous enfonce encore plus dans notre solitude. Prenons un autre ressenti qui appuie sur notre isolement, en plus d'être propre aux jeux vidéo là aussi, le changement de système de sauvegarde. Il n'y avait jusque-là qu'un moyen de sauvegarder dans Ico, s'asseoir sur un banc resplendissant aux côtés d'Yorda. Il fallait ensuite sélectionner un emplacement et attendre quelques secondes avant de se relever. Mais même là, Ueda a décidé de retirer ce principe pour activer les sauvegardes automatiques. Si ce changement devient techniquement plus avantageux pour nous, on sent que le jeu emprunte un chemin sans retour possible. Ah, le jeu est sympa, le jeu est sympa. Genre vraiment, Ueda il te dit bon allez, je te mets une sauvegarde automatique là quand même, je suis pas méchant, vraiment ça va. Dose mec, dose. Après quelques énigmes en solitaire et une épée magique entre les mains, on parvient à remonter dans l'enceinte principale de la forteresse. On a la possibilité de revisiter l'édifice, seul, mais il faut bien avouer qu'on a l'esprit ailleurs. C'est en revenant dans la salle où tout a commencé que l'on retrouve une Yorda pétrifiée, entourée d'ombres cornues. Pendant de trop longues minutes, on est alors contraint d'annihiler les dizaines de spectres qui s'en prennent à nous, sur un fond de musique vraiment macabre qui va longtemps me hanter je pense. Une fois le combat achevé, une ultime salle se dévoile à nous. En franchissant la porte et après quelques pas, on fait face à un trône vide. Le silence se brise alors qu'on s'apprête à quitter la pièce. La raison de tout ce mal apparaît finalement face à nous. Tout comme Ico, le joueur n'a alors plus grand chose à perdre et on s'en prend à cette sombre sorcière qui fait office de boss final. Je n'en dévoilerai pas davantage sur la fin du jeu, mais cette littérale descente aux enfers avec la longue chute de Ico, eh bien elle m'a marqué. Ce bouton inutile, suite à la séparation des deux protagonistes, retransmet un vide supplémentaire. Si la fin se veut un peu plus optimiste, sans trop en dire, on décèle dans les dernières heures du jeu les ficelles d'une tragédie finement maîtrisée. Même si Yorda n'est techniquement qu'une clé pour accéder aux différents compartiments de l'île forteresse, on s'attache à elle, inévitablement, avec le temps. Elle ne se défendra jamais au cours de l'aventure, mais Fumeto Ueda aura réussi à en faire un personnage clé à plus d'un titre. En nous séparant d'elle, le créateur japonais nous fait presque regretter une tendinite à l'index, tant il fallait lui tenir la main en pressant R1 continuellement. Après Ico, on retrouvera ce cas de figure de la touche fantôme dans d'autres productions vidéoludiques, mais rares seront ceux qui, comme Fumeto Ueda et la team Ico, parviendront à amener de cette manière ce sentiment aussi singulier de solitude. Ico marquera de nombreux joueurs, comme Hidetaka Miyazaki, qui se reconvertira dans l'industrie du jeu vidéo, où il parviendra à conceptualiser après quelques années Demon's Souls et ses suites spirituelles. Outre-Pacifique, Ico inspirera les auteurs de Naughty Dog pour leurs jeux post-apocalyptiques où les zombies n'en sont pas vraiment. Et pour prendre des studios plus modestes, Dead Game Company ou Hazlight ne cacheront pas, là aussi, leurs inspirations au premier titre de Fumeto Ueda. En somme, il y a de grandes chances que Ico soit le jeu vidéo préféré de ton créateur de jeux vidéo préféré. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce trom, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me donner votre avis, ou alors à venir sur Twitch en discuter. Le lien de ma chaîne est évidemment en description. Bon, je crois que c'est à peu près tout pour moi. Ah oui, ne tirez pas trop fort sur la main d'une personne quand vous l'entraînez quelque part. Et sur ce, à très vite sur les serveurs de Google. Tchou bye bye.